Salut, salut les gens, bien. Bon, allez, on y va. Gros programme cette semaine, j'avais prévu petit, mais en fait c'est gros. Oh putain, le logo. Hop, et voilà. Tac, 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 tac. C'est réglé. Ouais, gros programme, je vous disais, j'ai prévu pas mal de choses. Alors, pas de blabla inutile, on va aller vite. On va écouter Gabrielle Almessija. Je sais pas pourquoi j'ai dit des Almessija la semaine dernière. Je l'ai rendue noble. Alors, elle est peut-être noble, elle est noble. C'est surtout sa thèse qui est noble et qu'elle va nous exposer rapidement en un quart d'heure, un petit quart d'heure. On va y venir tout de suite, sachant que son travail représente des mois et des mois. Quand elle fait une présentation publique, ça dure 1h30, voilà. Là, c'est vraiment un petit résumé, hein, bien sûr. Juste avant, je voulais revenir, vous avez vu, oui, j'ai mis les lunettes parce que là, c'est du sérieux cette semaine. Juste avant, je voulais revenir sur 2-3 petits messages concernant la précédente vidéo et celle d'avant sur la nutrition. Notamment sur le message de Nuke84, ou un des messages de Nuke84, qui met souvent des commentaires. Je te remercie, je vous remercie. Tout de suite, ce que je peux dire, c'est qu'il est souvent... il titille, il va chercher les points noirs, quoi, et il a raison. Je trouve que c'est intéressant, il a toujours des bonnes remarques. Ce qui est bien, c'est que c'est toujours courtois, il n'y a pas d'insultes, c'est, comment dire, c'est fondé, voilà. Et je vous incite à faire de même, enfin pas toujours à me contrarier, ça commence à me saouler, mais non, il a raison de me faire pointer du doigt certains détails, et voilà, je vous incite, si vous voulez le faire, à rester courtois, et voilà, pas d'insultes, ça sert à rien, si possible dans un français compréhensible comme il le fait, c'est parfait. Et par contre, c'est plutôt moi, quand je lui réponds, qui suis plutôt rentre-dedans, il faut que je me calme, mais ça c'est à force, pas d'en prendre plein la tête, vous êtes dans l'immense majorité très gentil, mais c'est vrai que quand on a 1, 2, 3, 4, 5 commentaires bien rentre-dedans, injurieux, le 6e qui n'est pas injurieux, bon, on a envie de lui rentrer dedans quand même. Donc ça c'est plutôt de ma faute, à moi de me calmer. Mais merci pour tout ça. Et donc il disait, la première chose c'était la semaine dernière, la courbe de population. Vous avez vu, le tableau blanc est là. La courbe de population, vous vous souvenez rapidement, hein, je l'ai fait partir de janvier, puis aller jusqu'à mars. Alors pour vous, ce sera dans ce sens-là, inversion du cerveau. Et il me faisait la remarque de dire, oui mais attention, la courbe de population décroît, hein, au début. Effectivement, je l'ai fait aller droite et puis monter. Il a raison, on perd de la population, alors c'est pas jusqu'à tomber à zéro, enfin du moins si on tombe à zéro, la ruche est morte, quoi, voilà. Mais effectivement, elle décroît avant de repartir, compensée par le nouveau couvain. Voilà, il a raison. Deuxième chose, il a fait une remarque sur la nutrition. Alors là, il était beaucoup plus rentre-dedans, là il y a matière à discuter. Par contre, dans tout son commentaire, il y avait le fait que Benjamin Poirot soit à la fois prescripteur et vendeur. On parle là des produits Vita. Ce sont des pâtes protéinées, des apports en acides aminés essentiels, sous forme liquide ou poudre, comme l'a expliqué Benjamin, dont les abeilles pouvaient avoir besoin. Et effectivement, Benjamin et sa société Apinov étaient représentants de Vita. On en a parlé, Nuke84 a eu raison de faire la remarque, et donc on a décidé rapidement, cette semaine, que ce serait moi. Une saison aux abeilles, en tout cas, pas moi, une saison aux abeilles qui serait revendeur des produits Vita. Donc, ils vont arriver très vite sur le site. J'attends de recevoir les produits pour vous les exposer sur le site. Je ne vais pas les mettre tout de suite et puis mettre rupture de stock en attendant d'avoir la commande. C'est un petit peu dégueulasse. Enfin, en tout cas, moi, je pratique pas ça comme certains sites Internet apicole le font. C'est pas, on fait pas ça ici. Voilà. Donc dès qu'ils seront disponibles, c'est une histoire de jour. Vous aurez accès à ces produits sur le site internet. Il y a de la dégressivité suivant la quantité commandée, bien sûr. En attendant, vous pouvez me demander un devis par mail. Le plus simple, c'est d'attendre internet. Et puis aussi, là, on a fait une présentation toute simple sur le site actuel. Ça vient, hein, donc elle n'est pas encore en ligne. Et le nouveau site, lui dont je vous ai parlé, qui arrive fin février, début mars, sera beaucoup plus complet sur les aliments. Il y aura le téléchargement possible des ingrédients et tout ça et tout ça. À noter d'ailleurs que la pâte protéinée, c'est à base de levure de bière, hein, pas de soja. C'est pour ça que aussi elle est peut-être un petit peu plus chère que les autres, mais c'est très honnêtement, je me suis renseigné aussi avant de m'engager là-dedans, la meilleure pâte protéinée qui puisse exister. Je vous ai dit aussi que je n'avais jamais pratiqué ça, que je n'incitais pas à pratiquer l'apport de la supplémentation
En pâte protéinée, je vais y arriver, mais là, vu que je relance l'élevage, eh ben, je vais l'utiliser. Eh ben, on en parlera, on fera ça ensemble, on regardera, voilà. Terminé là-dessus. Ah, par contre, oui, si je fais des formations et que je suis à la fois prescripteur et également vendeur des pâtes protéinées, effectivement, ça pose un problème. Eh ben, dans la formation, moi, je fais pas celle sur la nutrition. De toute façon, je ne suis pas compétent. Donc là, le problème est un peu réglé. Moi, les formations ISRI, ce sera sur les ruches, les abeilles, je veux dire, la pratique, quoi. Vous allez me dire, la nutrition en fait partie, oui. Ben, pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, bon bref. Et troisième petit point, avant de retrouver Gabriel, c'est, je vous disais, mon traitement, il y avait eu quelques commentaires là-dessus, mon traitement anti-varrois d'hiver que j'ai raté, parce que je ne l'ai pas fait, donc on peut considérer qu'il est raté, bien sûr. Et je vais passer, là je vous disais, au printemps. Je vais attendre de faire un comptage pour être sûr de savoir déjà si c'est nécessaire. La deuxième raison, c'est que je vais le faire au varomède, on peut employer le mot. Je ne le fais pas, je pourrais là, il fait presque 12 degrés, bon il pleut, mais je ne le fais pas immédiatement parce que c'est quand même destructeur d'abeilles, destructeur d'ouvrières, il y a de la perte, oui. Je ne la quantifie pas en 10, 15%, j'en sais rien. Si les colonies sont déjà un petit peu faibles à ce moment-là, je me méfie. Alors oui, il y aura déjà du couvain, oui c'est trop tard. En même temps, je cherche juste à réduire la pression varroa pour mon année 2021, quoi. Voilà. Si je suis à 100 actuellement et que j'arrive à réduire et qu'au mois de juillet, je suis, donc avec la corrélation juillet-août, je suis à des seuils qui sont plus acceptables que de ne rien faire, et ben je préfère le faire maintenant, quoi. Voilà. Même si c'est trop tard. Voilà, allez, on retrouve Gabriel Almesija dans sa petite présentation de sa thèse sur les résistances du varroa aux molécules, notamment les plus connues, amitrase et tofluvalinate. On se retrouve après pour évoquer le rappel à l'ordre de l'Agence nationale du médicament vétérinaire envers les médicaments disposant d'une AMM ou non, et leur utilisation. Et on verra tout ça en quelques minutes, et puis j'ai sorti le tableau blanc, c'est pour parler des prix de ces médicaments, notamment tout ce qui est à base d'acide oxalique. Allez, à tout à l'heure. Bonjour Gabriel. Gabriel Almesija, je ne sais pas prononcer, pardon. Almesija. Est-ce que c'est je veux dire Almesija à la française. D'accord, à la française. Et tu travailles avec Benjamin Poirot et toute l'équipe chez Apinov. Et tu as, je te dis tu as sorti une étude récemment dont on voit un petit peu là sur voilà, la partie droite sur l'écran sur les résistances du varroa, spécifiquement sur un médicament ou sur plein de molécules différentes ou... Tu nous expliques ça? Oui, alors moi je travaille en fait avec Apinov et l'université de Tours, rattachée au laboratoire de l'IRBI, donc l'Institut sur la recherche de la biologie de l'insecte. Et donc j'ai commencé ma thèse il y a 3 ans, donc là je suis en dernière année de thèse. Et donc mon sujet de travail de thèse, c'est sur la résistance des varrois aux acaricides. Donc moi je travaille sur les substances actives acaricides. Donc on travaille plus spécialement sur l'amitrase et le tofluvalinate. Donc l'amitrase qu'on retrouve dans l'apivare et l'apitrase en France, et le tofluvalinate qu'on retrouve dans l'apiston. Oui, d'accord. Et quelles sont les conclusions? Alors en fait, pour étudier la sensibilité des varrois ou d'autres insectes aux substances actives, il y a des méthodes qui sont utilisées donc par plusieurs laboratoires différents, des méthodes qui sont adaptées en fonction du type d'insecte, de l'acarien qui est étudié, etc. Donc nous, on s'est basé sur des méthodes qui ont déjà été utilisées par d'autres chercheurs, et donc on a mis en place ces méthodes pour tester la sensibilité des varrois en France. L'idée était de faire tout d'abord un état des lieux de la sensibilité des varrois en France. C'est-à-dire que la seule chose qu'on connaissait, c'était qu'il y a 20 ans, c'était la première étude qui avait été faite sur le tofluvalinate. On savait qu'il y avait eu des cas de résistance en France des varrois au tofluvalinate. Mais par contre, ça n'avait pas été fait donc, depuis une vingtaine d'années. Et surtout pour l'amitrase, ça n'a pas été jamais publié. Ah ouais, donc là, c'était l'idée de faire déjà un premier point, un état des lieux. Où est-ce qu'on en était en France sur cet état Il fallait défricher, quoi. Ouais. Voilà, état de sensibilité. Pour en effet connaître tout ça. Surtout qu'on n'a pas forcément d'informations sur ce que les apiculteurs utilisent, vu qu'il y a beaucoup d'amateurs, on n'est pas forcément au courant. Donc là, c'était bien de faire ce premier état des lieux. Concrètement, pour faire cet état des lieux, tu as fait des prélèvements nationaux partout? De quoi? D'abeilles, et puis de choper leurs varrois, et enfin, comment ça s'est passé? Alors du coup, ça a été fait grâce à la collaboration avec des apiculteurs et également avec les ADA.
et des vétérinaires qui nous ont permis justement d'accéder à un grand nombre d'échantillons en France, parce que sinon c'était compliqué de se déplacer à chaque fois d'aller chercher nous-mêmes les échantillons. Donc du coup, grâce à eux, on a pu recevoir des échantillons donc, de varroa. Donc, alors c'est pas des abeilles, on recevait des morceaux de couvain et on récupérait les varrois dans le couvain. Voilà, piégés dans le couvain. Piégés, en train de se reproduire normalement, quoi. Voilà, c'est ça. Et à partir de ces varrois-là, on pouvait donc faire nos tests pour étudier leur sensibilité. Alors, pour connaître la sensibilité des varrois, donc c'est-à-dire pour savoir s'ils sont résistants ou sensibles, il a fallu d'abord évaluer une population qu'on appelle de référence, une population donc sensible. Donc ça a été la partie la plus dure parce qu'il fallait comment savoir qu'une population est sensible. Donc normalement, une population sensible, c'est une population qui n'a jamais été en contact avec soit de la nitrase, soit du tofluvalinate. Alors jamais en contact, c'est très compliqué de dire ça puisqu'il y a des échanges tout le temps partout. Donc c'est une population qui a été le moins possible en contact avec ces deux substances actives. Et donc on est allé toquer à la porte des apiculteurs bio. Et plutôt des apiculteurs bio même qui sont souvent éloignés des zones de transhumance, dans des zones un peu reculées pour limiter les échanges avec les autres apiculteurs. Et donc c'est à partir de ces populations-là qu'on a pu définir notre population de référence. Et une fois qu'on a eu cette population de référence, on pourra comparer tous nos résultats avec ces populations et donc définir si est-ce que les varrois que vous m'avez envoyés réagissent comme les sensibles qu'on avait définis, ou est-ce qu'au contraire, ils réagissent beaucoup moins bien, donc c'est-à-dire qu'ils survivent mieux à ce qu'on leur a mis comme en substance active. Et à ce moment-là, s'ils survivent, c'est qu'ils sont résistants. Les varrois qui ont servi donc de référence, issus d'apiculteurs bio, donc, on peut dire que ça le faisait, quoi. Ils étaient vraiment... Ils servaient vraiment de référence, on ne sait pas quoi. Alors oui, alors ça a été une question. Du coup, comment on sait que c'est bien des références? Donc d'une part, on a comparé avec ce qu'on a trouvé dans la bibliographie, c'est-à-dire ce que les autres chercheurs avaient défini, pas forcément en France, mais dans d'autres pays. Donc on a bien les mêmes résultats. Donc ça veut dire que d'un pays à l'autre, quand on a voilà, une population sensible de référence, on obtient bien les mêmes résultats d'un pays à l'autre. Et en plus, on a pu aussi comparer ces résultats, par exemple, avec la Guyane française, où ils n'ont jamais, par exemple, utilisé de tofluvalinate, ou à La Réunion, par exemple, aussi, où ils n'avaient jamais utilisé aucun produit, puisqu'ils venaient d'arriver. Et en fait, ça a confirmé aussi nos résultats à chaque fois. Donc à chaque fois, quand on récupère des populations qui viennent de zones un peu isolées, où il n'y a pas eu de contact, normalement, depuis des années, avec la substance active, ça nous permet de confirmer, de valider tous les ans. C'était pas plus simple de récupérer carrément des varrois de La Réunion ou de Guyane? Alors, ça a été fait, mais ça a été fait dans un second temps, en fait. On a d'abord cherché des bios pour faire beaucoup de points, parce qu'en fait, c'est très long. Il faut énormément de références, beaucoup de courbes. Et après, les populations de Guyane française et de La Réunion, par exemple, nous ont permis vraiment de valider ces résultats-là. On a également eu des résultats qui venaient de Suisse et d'Allemagne, où ils n'utilisent ni tofluvalinate ni anitraz. Donc, ça a permis de valider bien cette population. Oui, c'est vrai qu'il y a d'autres pays d'Europe aussi, mais c'est vrai. Oui. Ok. La suite. Et du coup, à partir de cette population de référence, on a pu définir des classes et dire est-ce que nos varrois ils sont sensibles, ils réagissent comme la population de référence? Est-ce qu'ils sont en résistance modérée, c'est-à-dire qu'ils commencent à présenter une espèce de tolérance à la substance active, ou est-ce qu'ils sont en résistance forte, c'est-à-dire que les varrois sont beaucoup moins sensibles à la substance active et donc ne meurent plus. Et donc ce qu'on a trouvé comme résultat, c'est que c'est très très hétérogène en France. Donc on va avoir à la fois des populations très sensibles et juste à côté, chez un autre apiculteur, on va avoir des populations soit en résistance modérée, soit même en résistance forte des fois. Alors, ce qu'on a aussi remarqué, c'est qu'en fait, en fonction de ces résultats de sensibilité, et bien en fait, c'était quand même très souvent lié à la pratique de l'apiculteur. Forcément, un apiculteur qui va utiliser tout le temps la même substance active va engendrer plus facilement des résistances chez lui qu'un apiculteur qui n'utilise, par exemple, qui est en bio, donc qui ne va pas utiliser de substance d'acaricide conventionnelle. Donc la manière de gérer le varroa, forcément, va avoir une influence sur la sensibilité des varrois.
Attention, il y a aussi tout le temps des échanges de varroa, ça on l'a vu aussi, c'est-à-dire que des apiculteurs bio qui transhument par exemple sur de la lavande vont amener leurs ruches proches d'autres apiculteurs qui sont conventionnels, ça va créer des échanges de varroa et donc on peut avoir des fois des petits mélanges de sensibilité à cause de ça. Donc là, par exemple, sur cette carte, on peut voir que... donc vous voyez là, plus c'est clair, plus les varrois sont sensibles, plus c'est foncé, plus ils sont résistants. À gauche à la mitrase, à droite au tofluvalinate. Et donc ça, c'était des résultats de l'année dernière, donc qui sont issus de l'article. On a des nouveaux résultats aussi cette année, donc une carte un peu plus complétée. Mais ce qu'on voit en tout cas dans tous les cas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette hétérogénéité de résultats sur le... Effectivement. Voilà, on va avoir à la fois des sensibles et des résistants. En sachant que voilà, les résistants souvent viennent d'apiculteurs qui ont utilisé pendant très longtemps la même substance active. Comment dire, les réponses régionales qui sont arrivées, c'était des apiculteurs volontaires. Ce qui sous-entend qu'on ne voit pas tout le territoire représenté, non, c'est ça? Oui, bien sûr. En fait, on a dû monter des collaborations pour avoir des échantillons de varroa. Donc en fait, on a beaucoup travaillé avec l'Adaora. C'est pour ça que là, sur ces 2 années, on voit vraiment la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est particulièrement représentée comparée aux autres, puisqu'on a monté cette collaboration avec eux. Mais l'année dernière, on a aussi travaillé un petit peu avec l'ADAPI et la DANA, donc on a un petit peu plus de points aussi dans le sud. En tout cas, ce qui indique bien, c'est que voilà, faut pas se dire dans ma région il y a de la résistance, c'est juste c'est très hétérogène et ça va dépendre vraiment de la pratique. Donc l'apiculteur, ouais, d'accord. Pratique de l'apiculteur. Alors ça, je rebondis tout de suite. La pratique de l'apiculteur par rapport aux acaricides que tu as cités, mais alors l'apiculteur qui est en bio et qui fait la même chose chaque année, il est confronté au même problème avec ses particularités. Oui, alors d'accord, c'est pas mesuré dans l'étude là, c'est pas le sujet de l'étude. Oui. Mais est-ce qu'on peut conclure ça quand même ou... Alors ça veut dire, par exemple le thymol qui est utilisé donc en apiculture bio, il y a eu pas mal d'études, alors pas forcément en France, mais en France il y en a eu une qui a jamais été publiée, mais il y a eu d'autres études déjà sur le thymol où il y a déjà eu des cas de résistance. Ça arrive aussi. Voilà. Ça arrive aussi, et c'est vrai que c'est une vraie question pour tout ce qui est acide organique comme l'acide oxalique qui est très employé. Pour l'instant, on n'a pas observé de résistance du varroa, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas un jour. C'est vrai que ça reste à surveiller, et de toute façon, le problème des résistances, ça intervient dans tout le monde agricole, c'est quelque chose qu'on voit partout. Donc, il faut toujours... La gestion des résistances, elle devient nécessaire quand on utilise des insecticides ou des acaricides. Oui, peu importe qu'ils soient bio ou pas finalement. Quoi. Oui. Même si le risque est peut-être plus faible, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Ce sera un autre sujet de thèse. Oui, alors pas pour moi, mais... Alors d'accord, là on a les résultats de l'étude, mais concrètement sur le terrain, ou moi qui suis apiculteur, ou mon collègue qui a 10 ruches, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on doit se diversifier dans nos pratiques de lutte? Est-ce qu'on doit changer radicalement? On doit faire quoi? Alors en fait, en agriculture, dans tout ce qui est gestion des résistances, il y a trois stratégies qui sont utilisées. La première, c'est de mixer les molécules, donc d'utiliser ça. Apparemment, ça marche très bien en gestion de résistance, mais c'est pas autorisé en apiculture, on n'a pas le droit, puisqu'il faut tester qu'il n'y ait pas des interactions entre les molécules. Au moment M, à l'instant T, les deux en même temps. Donc ça, on n'a pas le droit parce qu'il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'interaction, ni pour les abeilles, parce que c'est quand même important. Donc ça, déjà, c'est utilisé dans le monde agricole, mais ça, on ne peut pas l'utiliser. L'une des autres stratégies, c'est de créer ce qu'on appelle des zones refuges. Les zones refuges, c'est de maintenir des zones où les varrois vont rester sensibles. Et en fait, ça, c'est très utilisé aussi dans le monde agricole, c'est-à-dire des parcelles qu'on ne traite pas exprès pour garder des individus sensibles qui vont rediluer la résistance. Alors ça, en fait, en apiculture, on le fait inconsciemment parce que, par exemple, quand un apiculteur soit ne traite pas, soit traite en bio, du coup, il a des individus qui sont sensibles, qui vont pouvoir rediluer la résistance. Et là, moi, ça fait 3 ans que je fais des vidéos pour dire aux gens occupez-vous de varroa, et là, tu es en train de leur dire c'est bien les gars qui font pas le traitement. Non, alors voilà, faut pas aller jusque-là. Attention, il faut traiter le varroa, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est utilisé en agriculture. Ça veut pas dire qu'en apiculture, c'est ce qui marche le mieux. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est utilisé en agriculture, mais quand ils font ça, ils font souvent ce qu'on appelle un deuxième traitement, parce que on traite pas une parcelle qui va
diluer la résistance. Et après, ils reviennent un deuxième coup. Et là, ils mettent une surdose en général. Et là, du coup, ça tue tout le monde. Oui, puis on n'est pas dans le même cas parce que là, on est dans quelque chose de surveillé, de voilà. constaté, de quoi. On n'est pas dans le cas de quelqu'un qui ne traite pas ses varrois parce que, entre guillemets, il n'en a pas. Voilà, bien sûr. Donc, non, voilà, faut faire attention. En fait, c'est des stratégies qui pourraient être intéressantes. Ça veut dire que c'est des pistes. Mais on n'en est pas encore à ça. Hein. Et la troisième stratégie qui est utilisée en agriculture, c'est ce qu'on appelle la lutte alternée. Et celle-là, ça pourrait être celle qu'on pourrait le plus facilement appliquer quand même à l'apiculture. Et donc l'idée, c'est d'alterner les molécules, pas forcément d'une année sur l'autre, ça peut être tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans. Il y a des GDSA qui font ça, non? Et il y a des GDSA qui ont mis ça en place, justement pour éviter, tout ça, c'est pour éviter les phénomènes de résistance. Donc ça peut être... par exemple, ça peut être 3 ans à l'amitrase, 1 an au toflualinate, ça peut être 3 ans à l'amitrase, 1 an au thymol, ça peut être... voilà, on peut mixer un peu tout ce qu'on veut. L'idée, c'est juste d'une année, sur plusieurs années, sur plusieurs cycles d'années, changer les substances actives, je précise bien, parce que c'est pas... si on prend, par exemple, 2 médicaments qui ont la même substance active, ça marche pas. Donc, il faut vraiment alterner les substances actives. Ça, c'est... Ce qu'on a vu, c'est que ça réduit quand même... ça empêche les varrois d'aller dans du hautement résistant. C'est-à-dire qu'on n'arrivera quand même pas à garder des varrois sensibles, puisqu'il y a quand même la pression de ces acaricides qui sont présents. Mais par contre, on n'aura pas de varrois très résistants, ce qui va quand même éviter d'aller vers des échecs de traitement vraiment importants. Voilà. Donc c'est pour l'instant ce qui est recommandé par pas mal de GDSA et ce qui est le plus employé en apiculture pour gérer ces problèmes de résistance. La solution d'avenir, c'est de développer encore d'autres solutions qui nous permettent encore plus de diversité dans les traitements, sur plusieurs années, j'entends, hein. Alors, pour vraiment supprimer cette résistance, enfin, ou la diluer, quoi, dans le temps. En fait, alors oui, bien sûr, plus on a de diversité de substances actives, plus ça peut être intéressant. Après, il ne faut pas oublier qu'on en a quand même 6 en France, 6 substances actives qui sont autorisées. Donc, en conventionnel, on a l'amitrase, le toflualinate, la flumétrine, qui est très peu connue des apiculteurs en France, mais qui est autorisée. On a en bio le thymol, l'acide formique et l'acide oxalique. L'acide formique et l'acide oxalique. Donc en fait, ça fait quand même 6 substances actives. C'est vrai qu'on va dire, ouais, c'est pas énorme, mais en fait, si on met en place des stratégies d'alternance avec ces 3 substances actives, ça fait quand même finalement pas mal de possibilités. Et ça permet à chacun, s'il y en a qui sont pas à l'aise avec certaines molécules, que ce soit du bio ou du conventionnel, de pouvoir tourner quand même. Et il faut pas oublier qu'en conventionnel, on peut utiliser une année du bio, ça c'est autorisé. Pour le coup, moi j'utilise amitrase, hein, voilà, avec Apivar, et cette année je n'ai fait que Varomède, voilà, donc acide oxalique. Voilà. J'ai pris entre guillemets le risque, mais j'ai senti aussi que l'année était moins propice au varroa, en tout cas, dès mon début d'année, avec les comptages qu'il faut, hein, en intégrant une lutte annuelle. Pas attendre le mois de juillet pour me poser la question de savoir où j'en étais. Et ça, à mon avis, aussi important. Oui, ah oui, c'est clair. Super, merci. De rien. Tu vois, ça a été, c'est pas une épreuve. Non, c'est vrai, ça. Tu vois. Merci beaucoup, Gabriel. De rien. Ok, merci Gabriel pour cette thèse, en tout cas le résumé que tu nous en as fait. On comprend là aussi que la diversité est essentielle, tout comme dans les abeilles, tout comme, voilà, t'as compris, les hommes, voilà. Donc là on revient sur le coup de Trafalgar, de la fameuse interdiction d'utiliser des médicaments hors AMM. Alors, si on reprend dans l'ordre, il y a eu une intervention du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Le 20 octobre, il y a eu une réunion avec les représentants apicoles et un recadrement, on va dire ça comme ça, de la part de l'ANMV, l'Agence nationale du médicament vétérinaire, à propos des conditions d'utilisation des médicaments hors AMM. Donc AMM, autorisation de mise sur le marché, un processus qui fait qu'un médicament est testé auparavant et qui permet, ça je vais le noter, la sécurité de trois éléments essentiels, puisqu'on parle d'abeille. L'abeille, l'apiculteur, l'homme et le consommateur. Les trois, voilà, ça je vais le noter. Voilà, hop, j'espère que ça se voit, je pourrais zoomer un petit peu, faut voir le cadrage. Ouais, il faudra que je zoome beaucoup. Bon, la sécurité de l'abeille, de l'apiculteur et du consommateur. Donc à propos de ces médicaments qui ne disposent pas d'AMM, le rappel à l'ordre concernait la pratique courante,
c'est-à-dire nous, hein, voilà, et les conditions d'expérimentation pour prouver l'efficacité ou l'innocuité de certaines molécules, par exemple, et là c'était un petit peu dans la ligne de mire, l'acide oxalique, et l'absence d'impact sur les produits de la ruche. On revient à ça, hein, sécurité de l'animal, de l'apiculteur et du consommateur. Hein. Et donc dans ces conditions d'expérimentation, eh ben, actuellement, les gens qui font ça utilisent des ruchers de production. Il faudrait que ce soit des ruchers expérimentaux dont la production ne soit pas destinée aux consommateurs. Et que en amont, la sécurité soit assurée aussi pour l'abeille. Alors quand on fait des tests, voilà, quand on est pionnier, on avance sur un terrain, on ne sait pas toujours où on va, je suis d'accord. Mais voilà, c'est là-dessus qu'ils ont dit, les gars, c'est surtout donc en lien avec l'ITSAP, l'Institut Technique Scientifique de l'abeille et de la pollinisation, et les ADA, Association de Développement de l'Apiculture, qui sont étatiques hein, d'ailleurs, qui dépendent de l'État, qui dépendent de France Agrimaire. Là-dessus, sur les expérimentations qu'ils faisaient, ils utilisent leurs ruchers ou des ruchers d'apiculteurs, et ce sont des ruchers de production. Le miel, après, il est vendu. Alors, j'ignore si c'est le cas partout pour les ruchers des ADA. Pour les ruchers d'apiculteurs, c'est le cas dans notre région. Il y a des expérimentations qui sont faites, qui étaient faites avant, et bah, le miel, c'était le miel de l'apiculteur. Ouais, bah ouais. Donc voilà, ils ont mis le holà là-dessus. On leur donne tort, on leur donne raison. Enfin, en tout cas, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on a le droit de faire une expérimentation sur un rucher de production dont, d'avance, on sait que la production ira aux consommateurs. Voilà, moi j'ai envie de dire que c'est pas injustifié. Là, je reconnais que je suis pas... C'est mon avis. J'essaie de vous donner des clés de compréhension objectives. Il ne faut pas que je donne mon avis. De toute façon, peu importe, j'ai envie de dire. Mais voilà, j'essaie de vous donner des clés pour alimenter le débat et essayer de comprendre. Si on revient sur un petit historique, parce que la semaine dernière, j'ai dit, ça fait longtemps qu'on n'avait pas le droit d'utiliser des médicaments hors AMM. Et j'ai Yann, un apiculteur professionnel, qui m'a gentiment dit sur Instagram, d'ailleurs on est bientôt 4000 sur Instagram, merci les gars, allez-y, abonnez-vous, là c'est calme en ce moment, mais ça va revenir les photos et tout ça, les petites vidéos en direct aussi, ça va être rigolo. Et donc Yann m'a dit, il m'a recadré sur l'historique, et il avait raison, je voulais confirmer ça avec Joe Leveto, que j'ai appelé à midi, là, mais c'était un peu tard, on est jeudi, ça paraît vendredi, voilà, je me suis pris un peu tard, mais enfin c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir. Donc historiquement, l'acide oxalique, il y a une AMM depuis 2015, avec la pibioxal. C'est pareil pour l'acide formique avec une AMM depuis 2014, avec le max. Avant, on utilisait le principe de la cascade, c'est-à-dire qu'on allait voir un vétérinaire qui nous prescrivait de l'acide oxalique, voilà, dans une solution qu'il faisait lui-même, une préparation magistrale, voilà, c'est le terme employé, et on utilisait ça. Mais il y avait bien l'intervention d'un veto et d'une ordonnance. C'était pas une AMM, mais il y avait quand même un contrôle. C'est pas le mot contrôle, mais c'est le mot de dire chacun faisait pas sa petite soupe dans son coin, quoi. Et c'est là où je rejoins un peu ce que je disais, ça tombe bien, de dire les gars, on n'avait pas le droit d'utiliser des trucs sans AMM, quoi. D'aller chercher un petit sac d'acide oxalique dans son magasin local, ça m'est arrivé de le faire, effectivement, on n'avait pas le droit. Mais voilà. Et voilà quoi, je veux dire à un certain moment, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En même temps, voilà Chloé qui revient d'avoir posté vos petits colis, je vous remercie. En même temps, il paraissait essentiel de cadrer un petit peu tout ça, je sais pas, est-ce que c'est parce que les abeilles sont sauvages ou quoi qu'on ne doit pas faire ça? Ça résume tout ça. Alors, on peut penser que les vétos, c'est l'Agence nationale du médicament vétérinaire, les vétos font ça pour gratter des sous. Oui, je pense qu'il y a plus lucratif pour eux. Hein. Les chats, les vaches, les chiens, les animaux domestiques, c'est plus facile et ça rapporte plus, à mon avis. Peut-être que je me trompe. Il y a aussi le problème de la formation abeille pour les vétérinaires. C'est quelque chose qu'ils doivent faire en plus. Ça coûte. Ça coûte d'aller la faire, de se loger sur place. Ça coûte de soit avoir fermé son cabinet pendant ce temps-là, sa clinique vétérinaire, soit de payer un remplaçant. Et puis souvent, il y a une secrétaire ou quoi, j'en sais rien. Bref, c'est pas anodin pour un veto. Voilà. Et souvent, ils font un emprunt hein, pour aller payer cette formation. Et puis, le résultat, en 2021, le varroa, il est là depuis quand 82 en Allemagne, c'est ça? Je sais plus. Bon, les gars, ça fait 40 ans, et on n'a pas progressé. On a progressé, mais il rigole le varroa, quoi. Donc voilà, est-ce que on n'a pas intérêt à cadrer les choses? Alors je me méfie aussi, à l'inverse, on a vu
Cuba, comment tout était cadré et ce que ça faisait. Hein, donc voilà, vous avez les clés de compréhension, vous comprenez ce que vous voulez. Je ne donne pas mon avis, j'essaie de rester objectif. Enfin voilà, vous avez vu le truc. Alors voilà pour l'historique. Donc avant, il n'y avait pas d'AMM, mais on avait une prescription vétérinaire. Mais personne ne le faisait, quoi. Très clairement. Bon, voilà. Et avant 2003, mais écoutez, moi j'ignore un petit peu comment ça se passait à ce moment-là. J'ai pas fait énormément de recherches, je remercie juste le mot de Yann qui m'a précisé tout ça. Pour revenir au rappel à la loi de l'ANMV à propos d'utilisation de ces médocs, on voit bien qu'il y a une pression de l'État pour un retour à la normale, hein, de pratiques légales. L'État est dans son rôle à ce moment-là. Il avait déjà fait un arrêté ministériel en 2018 pour permettre l'accès à l'amitrase et à l'acide oxalique sans ordonnance, sans voir un veto. Ça veut dire aujourd'hui qu'on peut aller chercher ces médicaments en pharmacie ou chez les vétos. Ils sont délistés, on n'a pas besoin d'ordonnance. Ça ne veut pas dire que moi, par exemple, on m'a fait la proposition, là j'ai dit non, on ne peut pas se grouper et que moi j'achète plein de médicaments et que je vous les revende. Non, ça c'est pas possible. C'est le rôle des pharmacies et des vétos. Les magasins, j'entends, hein, voilà. Moi, je peux pas faire ça en tant que commerçant, c'est pas possible. Ou même apiculteur, encore pire, quoi. Pour revenir sur le rappel de l'État, eh bien oui, il dit que même si c'est scientifique et rigoureux, ça doit être des ruchers d'expérimentation et pas de production, voilà. Et quant à nous, simples apiculteurs, amateurs ou pros, eh bien on doit se référer aux règles. Bien sûr, c'est contraignant. Est-ce qu'il faut des règles partout? Je vous laisse la réponse. On peut éventuellement parler d'une petite parenthèse sur les apiculteurs pionniers qui cherchent eux-mêmes, via leur cheptel, à trouver d'autres solutions. J'ai envie de dire, heureusement qu'ils étaient là, ils sont là. Voilà, non mais dans les années 80-90, il y a eu énormément d'expérimentations faites par les apiculteurs eux-mêmes. Alors c'est là où on peut dire un petit peu, mettre dans la balance le rôle de l'État. L'État nous dit, attention, vous n'avez pas le droit de faire ça. En échange, qu'est-ce qu'il nous donne ? Est-ce qu'il donne des subventions à l'ITSAP pour faire ces expérimentations? Est-ce qu'il aide les ADA? Si oui, dans quelles conditions, dans quels termes? Ou même l'ITSAP pour faire ces expérimentations? Parce que j'ai envie de dire, oui, c'est bien beau de taper sur les doigts, mais si vous ne donnez pas les moyens de l'autre côté, c'est les apiculteurs qui vont se démerder. Et c'est ce qui est arrivé jusqu'à maintenant. Voilà. Et ça peut être très bien de faire des rappels à la loi, mais ça peut être très bien aussi de filer 1 million d'euros à l'ITSAP pour avoir des solutions contre le varroa. Voilà. Je ne sais plus qui c'est, le ministre de l'Agriculture, là, mais si tu nous écoutes, on va l'appeler Jean-Louis. Cher Jean-Louis, fais quelque chose. Voilà. Bon, et donc le dernier point qui est de mécontentement hein, par rapport à cette interdiction, qui était déjà un petit peu le cas quand même, donc disais-je, c'est le prix. Alors le prix, eh ben, on va regarder ça vite fait, je vous mets tout au tableau, et puis on en parle après. Alors, concernant le dernier point, je vous disais les tarifs, vous êtes là qui nous disent, ouais, mais encore une interdiction, les labos, les AMM, tout ça coûte du pognon, et ça nous coûte plus cher et tout. C'est pas faux. En même temps, la démonstration vite fait. Je vous ai mis les 3 médicaments qui contiennent de l'acide oxalique parce que c'est là-dessus que portait surtout le rappel à l'ordre. Il était général, mais voilà. J'avais parlé de ça. Vous avez l'apibioxal, dont on dispose plusieurs packaging. Là, c'est le premier à 35 grammes qui permet de traiter 10 ruches pour 25 €. Alors, c'est les prix en gros que j'ai trouvé. Également, j'ai fait ça entre midi et 2 aujourd'hui, là, rapidement. Tout ce qui est marqué là, je n'ai pas eu le temps de recouper les infos. C'est pas exhaustif. Voilà, vous pouvez trouver tout ça sur Internet. Il faut juste prendre le temps de fouiller. Voilà. Et de lire. Pour l'apibioxal, si vous faites 2 traitements par an, en admettant une après le miel, après les récoltes, et une en hiver. 25 € fois 2 traitements divisé par 10 ruches. Ça vous coûte 5 € à l'année pour une ruche. 5 € à l'année pour une ruche. 5 €. C'est un médicament bio, enfin du moins qui marche pour le bio. Par contre, il contient de la silice, je suppose, colloïdale hydratée, et du glucose. Donc c'est quand même une forme de poudre. Ça, j'ai pas trouvé ce que c'était. On comprend que c'est minéral, hein, à partir de roches, de sable, je sais pas. Mais colloïdal, j'ai pas trouvé. Colloïdal hydraté, j'ai pas trouvé. Du glucose, on sait ce que c'est. Le problème, justement, c'est que c'est une poudre qu'on aurait pu pouvoir utiliser dans les, comment ça s'appelle, par fumigation. Et c'est pas le cas. Enfin, du moins quand on l'utilise, moi je l'ai pas fait, hein, mais j'ai entendu dire les collègues qui disaient, bah ça fait du caramel, puisque forcément il y a du glucose.
donc on ne peut l'utiliser que par dégouttement. Ça, c'est gênant. Le médicament qui a une AMM apibioxal ne peut finalement être utilisé que par dégouttement. Oxybi, bah finalement c'est la même chose par dégouttement, on va le voir, mais c'est parce que c'est sous forme liquide. Donc de toute façon, pas le choix. C'est 1 litre, 30 ruches, environ 38,90 TTC. Si vous faites 2 traitements par an, 38,90 fois 2 divisé par 30 ruches, ça fait 2,59 € par an. La ruche. Ça peut aller dans le bio, ça contient... Alors il y a deux formes, forme liquide, forme poudre, et apparemment, j'ai jamais utilisé, mais j'ai lu le mode d'emploi, il faut les mélanger avant usage. Ça contient de l'acide oxalique, oui bien sûr, comme la pibioxal, j'ai oublié de préciser. L'acide citrique monohydraté, alors c'est formulé comme ça, j'ai pas compris, est-ce que ils ont oublié une virgule ici, là, et c'est deux ingrédients différents, ou c'est la même chose? Pour moi, ce serait deux ingrédients différents. Acide citrique monohydraté, virgule, glycérol, 85% hein, quand même. Les gars, on a du glycérol dans un truc bio. Là, moi, je me pose des questions, un petit peu comme la silice, bon, ça a l'air naturel, glucose, on sait pas d'où il sort. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et de l'eau purifiée. Et pour la forme poudre qu'on mélange au liquide, donc, il y a du saccharose, de l'huile d'anis et de l'huile d'eucalyptus. Bon. Ok. Le Varomède, dont on a beaucoup parlé, ça, c'est vendu sous forme d'une bouteille de 550 ml. C'est liquide. Alors là, par contre, ils ne disent pas c'est pour 30 ruches ou 10 ruches. Là, c'est plus compliqué. Ils te disent, en gros, c'est suivant le nombre d'abeilles que tu mets le produit. Et suivant le nombre d'acariens qui tombent après 6 jours. Sous-entendu, tu peux faire une ruche ou tu peux en faire 10, quoi. Ouais, c'est très... Voilà. Si on fait la division, là, je l'ai fait de 555 ml divisé par 3 ruches, on tombe sur 185 ml par ruche. Et si on divise par 5 millilitres, ce qu'on est censé mettre dans une ruelle, on tombe sur 37 ruelles. Donc avec 555 millilitres, 3 ruches, on peut en faire 37 fois ça, 37 fois le geste de la ruelle, vous comprenez? En gros, 2 passagers et demi. C'est ce que je comprends. C'est pour ça que j'ai mis, allez, 4 ruches pour faire simple. Si on fait 2 traitements annuels, pas 2,5, ça fait 26 €, 26, 27, hein, c'est toujours pareil les chiffres, fois 2 traitements divisé par 4 ruches, on est environ à 13 € à l'année, c'est le plus cher. Voilà. Il convient dans le bio, il contient de l'acide oxalique et de l'acide formique, du sirop de saccharose, du colorant, caramel E150D, donc tout de suite je suis allé chercher ça, boum, je suis tombé là-dessus, non bio, issu de maïs, a priori j'ai mis point d'interrogation, il faut vérifier, mais je vous dis, j'ai pas eu le temps de recouper les infos, il faut absolument le faire, je n'ai pas eu le temps, là je suis désolé, j'ai un peu 15 000 casseroles de lait sur le feu en ce moment, je suis désolé, et d'où vient le maïs? Est-ce que c'est des OGM? Bon, ça c'est un colorant caramel qu'on retrouve beaucoup dans notre alimentation, il y en a par exemple dans le Coca-Cola, voilà, voilà. Voilà. T'as vu? Ensuite, teinture de propolis, essence d'anis étoilé, bon. Essence de citron, bon. Acide citrique, monohydraté, eau purifiée. Bon. Voilà, ça c'est juste pour vous donner envie de chercher, j'ai envie de dire. Et se poser toutes les bonnes questions, quoi. Et je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je dis pas que les autres sont mieux, sont pas mieux, c'est comme ça. Par contre, pour revenir sur le prix qui était l'argument de dire ils nous font chier avec les AMM, ça coûte de plus en plus cher, les gars, si vous avez une ruche qui vous fait 15 kilos, allez j'y vais bas, hein, 15 kilos de miel par an, vous le vendez en pot, vous allez dire mais non, moi je le donne à mes voisins, d'accord. Ok, vous le vendez, allez je suis au plus bas, 10 €, 10 € le kilo, allez 150 € à l'année pour une ruche, et ça vous coûte 5 € de la traiter. Allez, vous pouvez même doubler 10 € si vous voulez. Franchement, je le mets pas, mais 5 €, 10 € pour les gars. Alors oui, mais il faut compter les cadres, machin. Ouais, les gars, vous voulez faire des abeilles ou pas? Faut savoir. Donc je pense qu'on pourrait, là, je donne mon avis, très bien, faire quelque chose qui tienne à peu près la route. Moi, j'utilise ça pour la 2e année. J'essaie. De toute façon, on n'a pas de recul non plus énormément sur tous ces produits. Ils sont donc tous sortis assez récemment. Voilà, je recule un peu. Hop. Voilà, c'était pour vous éclaircir un petit peu là-dessus, de vous donner quelques clés. Mon avis se ressent, je le comprends bien. En fait, il faudrait que tout soit plus contrôlé, ce serait plus clean. En même temps, j'ai peur du contrôle, j'ai vu ce que c'était à Cuba, et moi non plus, j'aime pas me faire arrêter au bord de la route. Il y a 2 poids 2 mesures, où est le juste milieu là-dedans? Je sais pas. En tout cas, il faut pas râler inutilement pour dire ils nous font chier, ils nous emmerdent, c'est trop cher, ou
Là, je m'en prends aux médias, l'article Reporter, là, qui a dit les apiculteurs n'ont plus rien pour traiter, c'est une impasse. Ou France Inter, comment il s'appelle, La Terre au carré, là, qui ont repris ça. Les gars, renseignez-vous un petit peu. Avant d'interdire quoi que ce soit, ben, on a quand même des solutions. Rien qu'en acide oxalique, là j'en vois 3, avec une AMM. Je me trompe pas, hein. Je crois qu'on en a cité que 2 dans la vidéo, alors j'espère que je me trompe pas, je vous dis, vérifiez tout ça, on a tous Internet, on a tous les moyens de vérifier, et il y a des sites européens vétérinaires, ou même français, qui répertorient bien tout ça. La posologie, quoi, quand, comment, même comment dire, les risques pour les abeilles, tout est bien quantifié. C'est aussi ça l'intérêt d'avoir des spécialistes scientifiques, sur les TSAP finalement ou d'autres, mais qui fassent ça sur des ruchers d'expérimentation. Et si l'État met l'eau là, peut-être qu'il pourrait, en contrepartie, participer un peu. Vous allez me dire, il le fait à sa manière. Oui. Ah bon? Voilà, allez, basta pour cette fois. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère. Alors là, tout dépend de la météo, parce que je vais vraiment attaquer les visites, enfin les visites, pas les visites de printemps, hein, le soupesage de tout le cheptel, avec le candy. Je reçois le candy mardi ou mercredi. Je pense vous en mettre à dispo sur le site. Je vais voir ça. Ce sera intéressant que vous l'ayez tout de suite. On pensait peut-être attendre le nouveau site, mais enfin bon, si j'ai voilà, la possibilité de vous en procurer, je le ferai. Et donc, bah, tout dépend de la météo, en espérant qu'on puisse aller aux abeilles et qu'on commence la saison 5, épisode 1. Le générique est déjà prêt. Ça va chier les bulles carrées. Allez, bisous!